Le Capital au XXIe siècle, une brève histoire de l'égalité. Thomas Piketty, l'un des économistes les plus écoutés. Bonjour Thomas Piketty. Bonjour. Et vous publiez un livre, alors j'allais presque dire étonnamment court, mais fort, Mesurer le racisme, vaincre les discriminations au seuil. Et vous dites en gros, il faut arrêter les conflits sur ces questions-là, il faut pouvoir débattre, mais hors de cette espèce d'hystérie identitaire que vous dénoncez. Oui, moi j'ai été très choqué ces 6 derniers mois de tous ces débats entre extrême droite et droite extrême, et où on ne discutait que de toujours semer plus de haine entre les personnes de différentes origines. Et je voudrais qu'on utilise un peu de cette campagne électorale qui commence maintenant enfin pour débattre des questions de fond, et en particulier de la question de la lutte contre les discriminations en France. C'est-à-dire, je pense que fondamentalement, l'effet le plus terrible de toute cette hystérie identitaire, c'est qu'en fait, on ne parle jamais de comment on va résoudre les problèmes d'accès au logement, d'accès à l'emploi. Et on sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup de discrimination dans notre pays en fonction du nom, en fonction de l'origine. Mais en fait, on ne s'est jamais donné vraiment les moyens de le mesurer, d'une part, c'est-à-dire de pouvoir dire d'une année sur l'autre, est-ce que la situation s'est dégradée, améliorée. Et après cette étape indispensable a été franchie, de pouvoir ajuster les politiques, les plaintes, les sanctions, de façon à avancer dans la bonne direction. Et donc moi j'essaye, dans ce tout petit livre, effectivement ça se lit en 1 heure, ça vaut 4,50 €, de montrer qu'il existe un certain nombre de pistes possibles permettant enfin de faire des progrès dans la bonne direction, et d'inventer un modèle de lutte contre les discriminations qui soit original, qui soit français, européen, qui soit différent aussi du système de catégorisation ethno-raciale à l'anglo-saxonne, qui, je pense, comporte des risques de figer les identités. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles on ne fait pas en France, ce qu'on devrait faire, c'est qu'on a peur de tomber dans cet écueil-là. Et je comprends parfaitement cette peur, mais en même temps, il ne faut pas que cette peur fasse que finalement, on ne fait rien. Oui. Et donc moi, j'essaye de montrer comment on peut avoir une autre façon de mesurer le racisme, de lutter contre les discriminations, qui permettent d'avancer et de ne pas rester dans cette espèce de statu quo où en fait, les inégalités d'accès au logement, à l'emploi ne font que se renforcer, ce qui nourrit un ressentiment, ce qui nourrit une difficulté à construire ce vivre ensemble dont nous avons tellement besoin. Oui. Alors vous les qualifiez de semeurs de fiel. En fait, ce que vous dites, c'est qu'au fond, les hommes politiques, mais vous ne les citez pas, mais on peut penser à Zemmour, Marine Le Pen, vous dites, ceux-là ont confisqué ce débat. Oui, on confisquait ce débat, vous vous rendez compte, avec des propositions du type, voilà, on va interdire les gens de choisir leur prénom, sauf qu'après, alors il faudra aussi changer les noms de famille, parce que la discrimination, elle se fait aussi sur les noms de famille d'origine étrangère. Après, il va falloir changer les apparences physiques. Et à la fin, on voit très bien qu'en fait, ces personnes-là ont envie d'une seule chose, c'est d'expulser radicalement les personnes en question. Donc vous vous rendez compte où on en est. Enfin, on a un niveau de violence dans le discours qui forcément fait penser à toute l'hystérie contre l'immigration juive venue d'Europe de l'Est, qu'on a observé dans les années 30. Donc là, l'ennemi a changé, c'est l'immigration extra-européenne, notamment des personnes de confession musulmane, mais on a un degré de haine, de violence qui est complètement invraisemblable. Donc moi, j'essaye de mettre le débat sur le terrain des propositions. C'est-à-dire comment on développe, par exemple, un observatoire national des discriminations permettant, année après année, de mesurer de façon objective où nous en sommes. C'est-à-dire où nous en sommes, vous savez, il y a beaucoup d'études, par exemple, qui envoient des milliers de CV avec des milliers de CV factices, avec des mêmes trajectoires en termes de diplôme, une même expérience professionnelle. Hop, on change le nom et le prénom, typiquement d'origine nord-africaine. Vous avez la probabilité d'avoir un entretien d'embauche qui est divisé par 3, par 4, donc un effet absolument massif. Ça, on le sait déjà. Le problème, c'est que ces études, en fait, ne sont jamais menées de façon strictement identique d'une année sur l'autre. Donc, en fait, personne n'est capable de dire aujourd'hui en France si cette réalité discriminatoire, si les choses se sont améliorées ou dégradées au cours des 10 dernières années. Et moi, si vous me posez la question, en fait, je ne sais pas la réponse. Donc, comment voulez-vous après qu'on ajuste les outils permettant d'améliorer la situation? Donc le premier point sur lequel j'insiste, c'est qu'il faut qu'on se donne un observatoire national des discriminations qui permette d'objectiver la réalité. C'est-à-dire le racisme, c'est pas une opinion, c'est un délit. Oui, c'est déjà un délit. C'est déjà un délit, absolument. Mais mesurer le racisme, c'est la même chose. Il faut plus que ce soit une opinion. Il faut qu'il y ait un observatoire national de façon parfaitement objective, transparente, qui notamment envoie des milliers de CV anonymes, développe des procédures de mesure absolument incontestables de la discrimination. Ça, c'est le premier point.
Le deuxième point, parce que ces envois de CV anonymes, ces opérations de testing ne sont pas suffisantes. Parce que vous voyez, vous pouvez le faire pour des entretiens d'embauche, par exemple, mais vous ne pouvez pas ensuite suivre la carrière, les promotions, la possibilité de suivre une formation dans une entreprise. Vous n'allez pas faire ça de façon fictive avec des personnes fictives. Donc là, il faut pouvoir suivre les vraies personnes. Et là, ce que je dis, c'est qu'on n'est pas... il faut éviter cet écueil anglo-saxon consistant à catégoriser les personnes. Voilà, vous êtes blanc, ethniques, voilà, vous êtes oui. blanc, noir, maghrébin. Il faut le faire en reconnaissant disons, la diversité, la multiplicité des origines et des identités. Et donc, ce que je propose, c'est de développer... On a aujourd'hui déjà un certain nombre d'enquêtes qui demandent des détails sur les trajectoires migratoires, les pays de naissance des parents ou parfois les pays de naissance des ascendants au-delà des parents. On se rend compte d'ailleurs au passage, les origines, heureusement, sont très, très métissées. C'est-à-dire, si vous prenez aujourd'hui les personnes qui ont un grand-parent au moins d'origine nord-africaine, vous rendez compte que les 3/4 d'entre eux ont au moins un autre grand-parent qui n'est pas d'origine nord-africaine. Donc vous voyez bien que dans une situation pareille, figer les personnes comme noirs, blancs, maghrébins, etc., ça ne fonctionne pas. Et de façon générale, c'est pas seulement en France. Si vous prenez des pays comme l'Allemagne, où il y a une forte immigration turque, ou de façon générale des pays européens où l'immigration extra-européenne vient souvent du bassin méditerranéen, les catégories de type noir-blanc qui ont été développées aux États-Unis dans un contexte complètement différent ne fonctionnent pas bien parce que les apparences physiques varient de façon beaucoup plus continue, avec beaucoup de métissage, heureusement. Donc il faut à la fois reconnaître cette réalité et en même temps se donner les moyens de mesurer le fait que les discriminations existent en fonction de ces identités qui sont multiples. Et donc il faut pour cela pouvoir, par exemple, mesurer les origines par rapport à des questions objectives sur les pays de naissance des parents, des grands-parents, qui sont des questions ouvertes, qui permettent de faire apparaître des origines multiples, qui n'enferment pas les gens dans des identités et qui néanmoins vont permettre à l'Observatoire national des discriminations de mesurer, par exemple, si dans tel ou tel secteur ou dans telle ou telle région, les personnes ayant une origine nord-africaine ou une origine subsaharienne ont des salaires ou des taux de promotion particulièrement bas, ce qui permet ensuite d'orienter l'action des syndicats, des associations, éventuellement des tribunaux. Mais si on n'a pas cet observatoire à nouveau, qui comporte pour moi vraiment deux volets. Il y a le volet testing aléatoire qui est déjà très important, qu'on ne fait pas sur une base régulière, annuelle, comparable dans le temps. Et un deuxième volet qui donc, en utilisant les pays de naissance des parents, des grands-parents, qui selon moi devraient être demandés, y compris dans les fiches de recensement. C'est-à-dire que dans les fiches de recensement actuellement, vous avez votre pays de naissance, vous n'avez pas le pays de naissance de vos parents. On demande le pays de naissance de vos parents dans des enquêtes comme l'enquête sur l'emploi, l'enquête trajectoire et origine de l'IDED. Mais ces enquêtes ne sont pas de taille suffisante pour pouvoir ensuite regarder si on a dans tel ou tel secteur, dans telle ou telle région, des discriminations salariales. C'est pour ça que le demander une fois dans sa vie, dans le bulletin de recensement, ça permet ensuite de croiser avec les informations des déclarations de salaire des employeurs de façon parfaitement anonyme, sécurisée, sous le contrôle du défenseur des droits, qui est une institution créée par la réforme constitutionnelle de 2008 dans le cadre de cet Observatoire national des discriminations, et ainsi d'avoir enfin une base objective permettant de regarder non seulement au moment des entretiens d'embauche, mais aussi dans les progressions de salaire dans la carrière, l'état exact des discriminations dans notre pays, et ensuite d'orienter l'action collective pour améliorer les choses. Ce qu'on pourrait dire, au fond, c'est que les discriminations, les inégalités entretiennent aussi le racisme, d'une certaine façon. Oui, parce que de tous les points de vue, c'est-à-dire que parce que les personnes souvent ont du mal à accéder à l'emploi pour un même niveau de diplôme, certains vont se mettre à dire « Ah, regardez, il n'y a pas le taux d'emploi qu'il faudrait. » Bah oui, si on ne peut pas accéder à l'emploi. Et à l'inverse, pour les personnes qui subissent la discrimination, vous savez, c'est quand même terrible. Quand vous avez ces enquêtes avec des envois de CV aléatoires où vous voyez des personnes qui ont les mêmes diplômes, la même expérience professionnelle et qui ont 3 fois moins d'entretien d'embauche, qu'est-ce que vous faites après ça ? C'est très dur de tenir, de s'acharner, de continuer. Et donc, oui, évidemment, ça provoque des raidissements et tout ça conduit, en fait, à envenimer le climat. Et moi, je suis évidemment très inquiet de la façon dont ces dernières années, on s'est mis comme ça à suspecter, à culpabiliser des communautés entières, des millions de personnes, quasiment de complicité avec l'ultra-minorité terroriste sur laquelle on devrait avoir au
au contraire une espèce de concorde nationale derrière l'appareil de justice, derrière l'appareil de renseignement pour lutter contre cette ultra-minorité et cette façon dont on s'est mis à suspecter les musulmans ordinaires ou parfois d'ailleurs n'importe quel chercheur parlant de questions discriminatoires ou d'histoire coloniale d'un seul coup devenait complice idéologique des terroristes. Enfin, vous voyez, on est arrivé à un degré d'hystérie identitaire dans ce pays. Mais moi, je veux rester optimiste parce que je pense que derrière ça, il y a des vraies questions. C'est-à-dire, bon, d'une part, il y a évidemment un traumatisme face aux attentats. On cherche des explications. Parfois, on se met à chercher des coupables, des complices. Ça, c'est pas bien. Il faut avoir des solutions concrètes, appareils de renseignement, appareils de justice. Et d'autre part, il y a aussi des solutions pour lutter contre les discriminations. Et moi, c'est ça ce sur quoi je veux insister dans ce livre. C'est-à-dire que si on ne fait pas suffisamment de progrès dans la lutte contre les discriminations, c'est parce qu'on n'en débat pas de façon suffisamment précise. Moi, je prétends pas du tout avoir la vérité ultime. Beaucoup de reprises dans le livre, je montre qu'il y a plusieurs choix possibles. Oui. Vous dites d'ailleurs, il y a un débat possible. Il y a plusieurs choix possibles. Moi, je ne fais oui. qu'avancer quelques pistes. Je suis hésitant à plusieurs reprises. Je dis là, on pourrait faire ça, on pourrait aussi faire ça. Mais surtout, d'abord, je veux qu'on en débatte. Parce que je pense que si on ne lutte pas efficacement contre les discriminations, c'est parce que c'est aussi un problème difficile. Comme je l'ai dit, il faut réussir à la fois à mesurer le racisme, les discriminations, mais sans figer les identités, c'est-à-dire en respectant... Oui. Vous respectez les identités d'ailleurs, vous n'allez pas contre les identités. Je ne vais pas contre, à condition de les prendre pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas figé, quelque chose qui est multiple, qui est métissé, qui est multidimensionnel, qui est dynamique. Je vous donnais des chiffres tout à l'heure. Les gens, dès qu'on regarde à 2 générations, 3 générations, ont des origines extrêmement mélangées. Et c'est ça la réalité. Alors, c'était pas la réalité historiquement aux États-Unis quand se sont développées les catégories noir-blanc dans un système qui était jusqu'en 1967 aux États-Unis, les mariages interraciaux étaient interdits dans beaucoup d'États du sud des États-Unis. Et à ce moment-là, le taux d'intermariage était de 2%. Mais même aux États-Unis aujourd'hui, ça a beaucoup augmenté. C'est 15% pour les populations africaines-américaines. En France, c'est 35% le taux d'intermariage dès la première génération pour les personnes d'origine nord-africaine, comme pour l'immigration portugaise, par exemple. Donc on a un niveau de métissage, de mélange qui est beaucoup plus élevé que dans le contexte états-unien. Mais je pense que même dans le contexte états-unien, compte tenu aujourd'hui du fait que les identités sont beaucoup plus mélangées qu'elles ne l'étaient à l'époque de la ségrégation, en fait, un pays comme les États-Unis gagnerait aussi, au lieu de figer les identités en obligeant les gens à cocher une case noir, blanc, hispanique, et une façon de mesurer les identités et donc le racisme qui soit plus flexible, où par exemple vous auriez des questions, est-ce que dans votre ascendance vous avez une origine d'Europe du Sud, d'Europe du Nord, d'Afrique du Nord, d'Asie du Sud, d'Asie de l'Est, et vous vous rendrez compte que la plupart des personnes ont des origines en fait extrêmement variées, et en même temps ça permettrait de mesurer quand même concrètement le fait que malheureusement sur le marché du travail, dans l'accès au logement, dans les contrôles de police, eh bien, vous avez des discriminations qu'il ne faut pas dramatiser, mais qu'il faut quand même assumer, mesurer publiquement pour pouvoir enfin lutter efficacement contre elles. Oui, alors vous dénoncez de l'hypocrisie, je vous cite l'hypocrisie de la discrimination positive, et puis vous prônez aussi un financement différent des cultes, parce qu'au fond, derrière, vous dites, il y a, une politique dans laquelle les musulmans peuvent se sentir discriminés. Alors, je pense qu'effectivement, sur la question de la neutralité religieuse et du financement des cultes, là aussi, on a des progrès à faire. C'est-à-dire que trop souvent, chaque pays, et en particulier la France, a tendance à considérer qu'il a inventé un modèle absolument parfait de laïcité, de neutralité religieuse, et surtout qu'il ne faut rien changer. En fait, il y a beaucoup d'hypocrisie dans tout ça, parce que, comme vous savez, en France, l'État officiellement ne finance pas les édifices religieux, sauf quand ils ont été construits avant 1905, ce qui est le cas de beaucoup d'églises et d'aucune mosquée. Donc en pratique, ça crée une inégalité de traitement considérable. Deuxième exemple, vous avez en France un système puissant de réduction d'impôts pour ceux qui payent suffisamment d'impôts. Quand vous donnez à l'Église de France, ou vous donnez à la Grande Mosquée de Paris d'ailleurs, vous donnez 100 €, en fait, ça vous coûte que 34 €, c'est-à-dire que vous avez 66 € de réduction d'impôts, à condition d'être imposable au titre de l'impôt sur le revenu. Donc la moitié des personnes les plus pauvres, en fait, n'ont droit à rien du tout. Et donc, c'est un système où un culte qui aurait que des croyants modestes n'aurait de fait aucune réduction d'impôt, donc aucune subvention publique. Et à l'inverse, un culte qui aurait des croyants plus aisés serait subventionné aux 2 tiers
par la collectivité nationale, y compris par les impôts payés par les contribuables du premier culte, qui payent peut-être pas d'impôt sur le revenu, mais qui payent de la TVA, qui payent de la CSG, qui payent énormément d'autres prélèvements sur l'essence, etc. Et donc, en matière de neutralité religieuse, je pense qu'on peut faire mieux que ça. Donc moi, ce que je propose très simplement, c'est de dire, écoutez, on prend cette même somme qui existe actuellement au titre des réductions d'impôts pour les dons aux associations, d'ailleurs à la fois cultuelles, mais humanitaires, associatives, parce que finalement, la religion, c'est une croyance comme une autre. Il y a beaucoup d'autres causes philosophiques, humanitaires, qui bénéficient de ce même régime de réduction d'impôts. On prend cet argent et on le transforme en un montant égal pour tout le monde. C'est-à-dire tout le monde, là, si on prenait les sommes actuellement, aurait de l'ordre de 50 € qu'il pourrait distribuer à l'association humanitaire, philosophique, religieuse, culturelle de son choix. Et effectivement, ça irait davantage dans le sens de la neutralité religieuse et de l'égalité de chacun. Je pense là aussi que ce sont des débats qu'on doit avoir. Moi, je prétends pas que cette proposition que je mets sur la table est la seule possible. Il y aurait d'autres façons, mais on ne peut pas d'un côté dire on ne veut plus de financement étranger, par exemple pour l'islam, ce que je peux tout à fait comprendre, mais de l'autre, ne rien proposer en termes de financement transparent, équitable, égalitaire, parce que sinon, on n'est plus dans la neutralité religieuse, on est dans une volonté d'éradication d'une des religions, et là, évidemment, ça pose problème, et ça ne peut, là encore, que contribuer à des raidissements tout à fait néfastes collectivement. Merci beaucoup Thomas Piketty. En Merci. tout cas, ce livre ouvre de multiples débats. Mesurer le racisme, vaincre les discriminations, un récit comme ça, court, pour ouvrir ces questions en dehors de toutes les polémiques et des conflits. C'est publié chez Seuil. Merci beaucoup Thomas Piketty d'avoir été notre invité. Merci à vous.